Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Alors, on fait une espèce d'émission un peu spéciale avec plein d'invités, enfin, en tout cas au moins 3 cette semaine, et on va parler de vidéosurveillance. Alors, comprendre un dispositif de contrôle, comment ça fonctionne, c'est pas seulement piger comment un algorithme marche, sur quel matériel il est installé, où sont positionnées les caméras, etc. C'est aussi comprendre comment il s'installe, c'est-à-dire quelle résistance il rencontre, avec quelle représentation il se retrouve en porte-à-faux, avec lesquelles il a au contraire le vent en poupe. C'est aussi essayer de comprendre comment il va rentrer en interaction avec les sujets qu'il doit faire exister, qu'il doit faire constituer. On en reparlera, mais un système de vidéosurveillance, c'est pas seulement un dispositif de capture, c'est aussi un dispositif qui, en retour, va nous constituer individuellement d'une certaine manière. Pour discuter de tout ça, on accueille donc 3 personnes. Alors d'abord Félix Tréguet, qui est qui vient de publier Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle aux éditions Divergence, ici présent. À sa gauche, on a Noémie Levin qui donc travaille à la Quadrature du Net et qui a aussi participe aussi à la campagne Technopolis. Et à ma gauche, Thomas Jusquiam qui a publié Circuler la ville sous surveillance il y a aussi quelques semaines, il y a quelques mois, en avril. Voilà. Alors les deux bouquins se recoupent beaucoup. On va en parler un peu en détail après. Mais oui, non, je voulais d'abord faire une autre digression. Je vais faire un long tunnel et après on va discuter un peu dans tous les sens. Quand on parle de vidéosurveillance, en général, on se dit que ça va être un peu chiant, parce qu'on se dit qu'on sait déjà un petit peu tout, que oui, bon, il y a des caméras, on va nous surveiller, on a déjà tout un imaginaire qui est attaché à ça, 1984, ah oui, George Orwell, etc. On voit tout, on a le sentiment de voir à peu près tout, on a aussi l'impression que tout est un peu déjà pipé. Il y a des caméras dans toutes les rues, il y a des caméras dans toutes les bibliothèques, il y a des caméras dans tous les supermarchés, toutes les banques, tous les espaces publics, tout ce qu'on peut imaginer. On sait que ces caméras sont de plus en plus intelligentes, sont de plus en plus en mesure de traiter les informations, de les calculer, de les trier, etc. On sait qu'en face, il y a une opposition à la surveillance, qui est en général une opposition un peu de principe. On s'imagine que quand on écoute ou lit lundi matin, on est contre la surveillance parce qu'on est contre le pouvoir. Dans la mesure où on est contre le pouvoir, on n'a pas envie qu'il ait plus de pouvoir. Donc, a priori, la surveillance, c'est pas tip-top. Donc on a un rejet par principe, comme ça, assez minoritaire, assez inaudible, et de l'autre côté, toute une industrie, en fait, de la recherche, des scientifiques, des jeunes programmateurs, des entreprises, des policiers, des gendarmes, enfin bon, tout un tas de gens. Des électeurs, tout un tas de gens qui ont envie que leurs poubelles soient bien rangées, et leur caméra bien en place. Et donc voilà, donc on a ce sentiment que tout est déjà un peu pipé, qu'on sait déjà un petit peu tout. Or, ce qui m'a marqué à la lecture de ces 2 livres, qui se recoupent à de nombreux endroits, c'est que finalement, ça me semblait pas du tout aussi pipé. Ça me semblait pas du tout, en tout cas, la question me semblait pas du tout aussi simple. La question de la vidéosurveillance me semblait pas du tout être aussi facilement que ça une question de principe, et surtout, ce qui marque dans les 2 livres, ce que vous racontez vraiment assez précisément, c'est à quel point les entrepreneurs de ces technologies, qui donc ont le vent en poupe, à qui tout le monde ouvre les portes, en fait semblent craindre, de manière un petit peu peut-être a priori irrationnelle, mais en tout cas semblent vraiment craindre un gros phénomène d'inacceptation de ces technologies. Alors d'abord, pour commencer, ça c'était pour faire l'espèce de petit cadre, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire, les uns comme les autres, vous travaillez là-dessus, nous expliquer un peu ce qui vous a amené à vous pencher sur cette question de la vidéosurveillance ces dernières années, alors que ça fait des années que c'est en marche, et voilà, là où on en est un peu aujourd'hui quand on parle de vidéosurveillance. Je commence ? Allez. Donc du côté de la Quadrature du Net, en fait, ça a commencé fin 2017. Et ça n'a pas commencé avec la vidéosurveillance, ça a commencé avec ce qui s'appelait à Marseille, qui était annoncé donc en novembre 2017, l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique. Sexy. C'était un gros projet, une grosse plateforme de croisement de données. Le communiqué de presse de la mairie avec l'entreprise Engie-Ineo à l'époque parle des données issues des mains courantes de la police municipale, des données des hôpitaux, de la régie de transport, de la vidéosurveillance intelligente, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ce terme à l'époque. Ça a conduit à des demandes d'accès aux documents administratifs pour en apprendre plus sur ce projet.
Et, je vous la fais courte, ça a été le point de départ de ce qui, en 2019, devient la campagne Technopolis menée par la Quadrature. Et en fait, nous, on sortait de plusieurs années de controverses autour de la surveillance d'Internet, en particulier par les services de renseignement, suite aux révélations d'Edward Snowden à partir de 2013, la loi renseignement en 2015, la mise en place d'une surveillance massive, systématique de nos communications Internet. Et là, en fait, on comprend, en voyant des communes déployer des drones, ces systèmes de police prédictive, cette vidéosurveillance intelligente, qu'il y a toute une panoplie de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, en tout cas d'être expérimentées par les forces de police, et que, en fait, c'est passé complètement sous les radars, à la fois des journalistes qui travaillent sur ces sujets, il y a un peu des traces dans la presse locale, mais que voilà, on voit qu'il y a tous ces réseaux d'élus locaux, de pontes dans les ministères à Paris, d'industriels, de start-up, de centres de recherche qui bossent sur ces sujets, qui déploient ces technologies, et que à ce moment-là, il nous semble vraiment important de commencer à organiser une résistance et créer du frottement, justement. Du coup, je peux prendre un peu la suite de qu'est-ce qu'on a fait à la Quadrature aussi. On a commencé à essayer d'essaimer un peu des collectifs locaux, en tout cas de les outiller pour récolter ces informations, pour s'organiser en fait à l'échelle des villes, vu que c'est à cet endroit-là que se jouent ces décisions. Et en fait, petit à petit, on a cartographié, documenté qui étaient les entreprises derrière, qui étaient les décideurs locaux, politiques, etc. Et donc au début, c'était pas mal des luttes locales, et ensuite, à la Quadrature, on fait aussi beaucoup du plaidoyer au niveau national, et on a vu ce sujet monter aussi au niveau des institutions. Et c'est donc, comme l'a dit Félix, on est pas mal parti des nouvelles technologies, de la VSA, vidéosurveillance algorithmique, et après, en fait, on a fait un retour en arrière à la vidéosurveillance classique, et on a vu que c'était souvent les mêmes ressorts, les mêmes mécanismes, les mêmes... en gros, la vidéosurveillance, on en reparlera sûrement, il y a eu une grosse explosion dans les années 2000 avec des incitations vraiment, sous le gouvernement Sarko, de se munir de ces technologies, et on voit les mêmes choses recommencer avec la vidéosurveillance algorithmique et surfer sur les mêmes peurs, les mêmes sentiments d'insécurité, jusqu'à ce que, tu te demandes où ça en est aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y ait une loi, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui généralise, en tout cas qui veut généraliser ces technologies. Et voilà, donc nous, depuis 2019, on a vu se construire cet écosystème, on a essayé de mettre en place des outils pour lutter contre. Et toi, Thomas, tu as fait un autre truc, c'est que toi, tu t'es infiltré dans une entreprise de vidéosurveillance. Est-ce que tu peux nous on met les pieds dans le plat, mais pour dire d'où a démarré l'enquête, moi je m'intéressais à la question de l'urbanisme sécuritaire initialement, et ça partait un peu des gilets jaunes, parce que pour tous ceux qui ont participé au mouvement, les gens se sont fait nasser, gazer, et je me posais la question finalement de comment l'espace permettait finalement d'empêcher les manifestants d'évoluer dans la ville, quoi. Donc c'est parti un peu de là, l'urbanisme sécuritaire, la prévention situationnelle, donc toutes ces théories et ces pratiques qui consistent à modifier l'espace pour éviter le passage à l'acte délinquant ou criminel. Et forcément, dans ces dispositifs d'urbanisme sécuritaire, il y a des volets technologiques. Et clairement, la caméra, c'est l'outil central, quoi. Donc je commence à mettre le nez dedans, et puis effectivement, moi je m'appuyais à l'époque pas mal sur les travaux de la Quadrature du Net qui documentaient tout ça. Mais moi, à ce moment-là, je fais aussi face à un mur, c'est-à-dire que je m'intéresse à ces sociétés de VSA, de vidéosurveillance algorithmique, et je suis un peu étonné de voir que les sites internet d'entreprises commerciales n'affichent que très peu d'informations finalement, à la fois sur les cas d'usage, sur ce qui est fait concrètement, même où c'est déployé. Et bon, je profite j'ai pas toujours été journaliste, je travaillais avant dans l'informatique, et j'ai effectivement profité de cette expérience pour m'infiltrer dans l'une de ces sociétés pour justement essayer de comprendre déjà est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, à qui on le vend, comment, et voilà. Ok. Alors ça, pour le coup, c'est bon, une énième digression, mais c'est quand même un des deux points communs entre les deux livres, c'est vraiment le rapport à la ville. Ton livre, Félix, il a ce grand... Parfois, quand on lit des bouquins comme ça sur des dispositifs, on parle un petit peu purement de leur actualité, mais là, dans les deux cas, vous intégrez vraiment la question de très, très actuelle, évidemment, de la vidéosurveillance, à celle du rapport à la ville, en fait. En fait, ce qui est toujours visé
théorisé depuis 600 ans, dans le fond, c'est la population des villes, une population qui serait toujours un peu ingérable et qu'il faudrait toujours... et donc, dans le fond, la vidéosurveillance, c'est une mise à jour de la crainte des gouvernants quant à la plèbe des villes, quoi. Ouais. Ce qu'un politologue canadien québécois appelle l'agoraphobie un peu des dominants. Et effectivement, la ville, elle se présente historiquement comme un défi au pouvoir de l'État qui se constitue à partir du XVIe siècle. C'est un endroit de croisement de classes sociales, de confrontation, du coup de classes sociales très inégalement équipées du point de vue des ressources en termes de pouvoir, etc. Et du coup, j'essayais un peu rapidement de rapiécer les éléments d'une généalogie de la police de la ville. Et j'étais assez surpris, mais peut-être que vous aurez des références à partager, mais de voir que dans le peu de temps que j'avais pour faire ce travail, j'ai pas trouvé de références qui essayaient d'appliquer les cadres d'analyse foucaldiens sur les régimes de pouvoir, souveraineté, discipline, pouvoir sécuritaire, à cette histoire. Du coup, j'ai essayé un peu de montrer effectivement le défi que pose la ville au pouvoir et de voir comment ces dispositifs évoluent un peu selon les époques et à quel point la ville constitue un peu et la police des villes, des dispositifs prototypaux un peu par lesquels s'expérimentent ces nouveaux régimes de pouvoir. Et Foucault en parle déjà un peu dans Sécurité, territoire, population. Mais voilà, jusqu'à arriver à l'informatique et l'approche de l'urbanisme cybernétique après la guerre, puisque ça fait vraiment partie des premières applications grandeur nature de l'informatique aux politiques publiques, d'essayer de modéliser les villes, de comprendre leur fonctionnement, de le codifier pour le soumettre à des algorithmes informatiques. Et très vite, dans le contexte des années 60 et des révoltes urbaines de cette décennie, notamment aux États-Unis, d'un glissement très rapide en fait, vers des applications sécuritaires, et qui d'ailleurs fait très écho à ce qu'on a vu. Nous, on dénonçait beaucoup la Safe City, la ville sûre. C'est un vocable issu des industriels. Il est adapté de l'horizon de la Smart City, qui était ce concept brandi par Cisco IBM à partir de la fin des années 2000 pour s'ouvrir les marchés des collectivités locales. Et là c'était encore, la question d'après, c'est que nous, il y a 15 ans, on parlait beaucoup on voyait tous ces trucs de Smart City, tous les espèces de projets qu'ils avaient, on était là genre, Smart City, c'est ça le truc de l'avenir, etc. Et là, plus personne parle de Smart City, c'est trop has-been. Et toi, tu parles de Safe City, et donc, c'est comme s'il y avait tout un pan de la cybernétique qui avait été abandonné en disant, non, en fait, là, ce qui fonctionne, c'est on range les poubelles et on arrête les voyous, quoi. Bon, après, ça a nuancé, mais je vous passe la parole, mais parce qu'il y a aussi encore beaucoup dans les applications, notamment de vidéosurveillance algorithmique, beaucoup de statistiques pour compter les piétons, les vélos, et donc faire de la statistique de base, et en fait, il y aurait plein d'autres technologies beaucoup plus basiques pour le faire, mais où on met en avant la vidéosurveillance intelligente comme une modalité pour orienter des politiques publiques parfois présentées comme contribuant à la transition écologique, et c'est un délire technocratique. Et ça me fait penser sur l'aspect historique, il y a les travaux de Florent Castagnino qui parlent un petit peu de ça, de cette hantise des foules, notamment autour des gares ferroviaires. Autour du 19e siècle, les ingénieurs en fait tentaient de gérer en fait les mouvements de foule parce que d'après ces travaux, on voit que c'était des mouvements difficilement contrôlables, c'était aussi sujet à des vols ou à des rixes. Du coup, l'idée à l'époque, c'était de compartimenter. Donc en fonction des classes, les gens étaient mis dans des salles d'attente. On a commencé à fermer les gares, dont il explique que ce sont des bastions défensifs. Donc on commence à retrouver cette logique, et lui il parle vraiment d'une hantise des foules de la part des gestionnaires d'infrastructures. Et derrière, on voit que le système commence à changer parce que il y a eu des catastrophes, notamment je crois en 1842, sur un trajet Paris-Versailles, il y a 42 personnes qui ont péri brûlées parce que les compartiments étaient fermés. Donc on a essayé aussi de changer ça et d'aller dans une logique de gestion des flux pour mieux contrôler finalement les personnes. Et après il y a aussi une logique commerciale qui s'installe et qui rentre aussi dans cette logique. Alors juste pour revenir un peu sur cette question de la vidéosurveillance, donc, moi, ce que je disais au début, donc moi ce qui m'a marqué, c'est à quel point il y a une espèce de culture du secret, et en tout cas une espèce de culture de la gêne dans ce milieu industriel
Là, le secret, on imagine bien qu'il n'est pas nécessité par le fait qu'il ne faudrait pas qu'on sache comment opère une caméra. Les 3 quarts des caméras dans les magasins, c'est écrit « Attention, vous êtes filmé ». Le but d'une caméra, c'est qu'on sache qu'on est filmé et que les comportements s'adaptent par rapport à cette conscience-là. Donc, ça ne peut pas être ça. Il y a assez peu de discours. Tout le monde s'entend sur le fait que, tout le monde, en tout cas une majeure partie de l'opinion et des gens qui payent pour ces caméras s'entendent sur le fait que c'est mieux qu'il y ait des voleurs plutôt qu'il n'y ait pas de voleurs plutôt qu'il y en ait, que c'est mieux que les poubelles soient bien rangées plutôt qu'elles soient dérangées. Et donc il y a une espèce et de fait il y a des caméras partout, ce qui signifie qu'il y a quand même une espèce d'accord tacite social sur le fait que accepter d'être filmé est devenu quelque chose de normal. Pour autant, quand on suit votre livre, mais je vais vous laisser l'expliquer, il y a entre les instances gouvernementales, les instances policières, les instances qui décident de qui est en mesure de filmer quoi, comment, à quelles conditions, comment est-ce qu'on peut nourrir un algorithme, à quelles conditions, avec quelle nourriture on a le droit de lui donner par rapport aux enjeux de liberté publique, etc., etc. De ce fait-là, il y a, et donc c'est ça que j'aimerais vous raconter, il y a une espèce de stratégie qui semble être opérée, qui consiste à dire il faut faire une stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'il faut tout doucement que la population s'y habitue et qu'on puisse aller toujours, nous les industriels, nous les chercheurs, nous les chefs de la police ou chefs des représentants des caméras de vidéosurveillance du monde entier, on veut y aller toujours plus doucement. Alors, est-ce que vous pouvez juste un peu m'expliquer ce que c'est, toi dans ton livre tu parles de plusieurs réunions auxquelles tu participes, ce que c'est que ce secret-là en fait. Qu'est-ce qui est dissimulé ? Alors, il y a beaucoup de choses. Nous, c'est effectivement un des premiers obstacles, Félix en parlait tout à l'heure, qu'on a eu quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, c'est l'opacité. Donc, il y a plusieurs choses dans ta question. Il y a la question de l'opacité et de l'acceptabilité. Mais du coup, je vais commencer par l'opacité, qui est effectivement bien entretenue pour rendre acceptable. Et elle est à plein de niveaux. Comme l'a dit Félix, on voit ce truc d'observatoire, de big data, etc. Faut aller chercher l'info. Et c'est à nous, Quadrature, c'est à nous, citoyens, d'aller chercher l'info. Donc elle est au niveau des villes. Il n'y a pas d'information des personnes sur ces technologies. Il n'y a pas de consultation des personnes pour dire « Ah ouais, est-ce que vous voulez tel logiciel ?» C'est le but, comme tu le dis, c'est d'aller le plus doucement possible. La plupart des choses, donc on les apprend en faisant des demandes d'accès à des documents administratifs, via des journalistes, en allant faire nous-mêmes des recherches sur les sites internet. Donc il y a déjà à ce moment-là une grosse forme d'opacité et qui est hyper entretenue. Là, je prends un exemple hyper récent. Il y a la ville de Saint-Denis, en banlieue parisienne, qui vient d'acheter un de ces logiciels. C'est sorti par la presse. Même le conseil municipal n'était pas au courant. Donc voilà, on voit que c'est déjà à cette échelle-là. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est que ces logiciels ? Parce que tout à l'heure, on en parle, je crois, sans avoir précisé ce que c'était, ce qu'on entend par... Qui commence ? Vas-y, Thomas. Au pire, tu complètes. Ces logiciels, en fait, ça repose sur... Enfin, c'est des logiciels d'analyse vidéo, donc qui reposent sur de l'intelligence artificielle. Une branche de l'intelligence artificielle qui est la vision par ordinateur. Et la vision par ordinateur, ça, en fait, analyse les pixels d'une image. Donc en fait, on va alimenter le logiciel, la base de données aussi appelée dataset, d'un certain nombre d'objets dont on veut que la machine soit en capacité de reconnaître. Elle est capable d'apprendre de deux manières, soit on lui donne des images qu'on a nous-mêmes étiquetées en tant qu'humain, on va lui dire ça c'est un humain, ça c'est un chat, ça c'est une voiture, ça c'est une poubelle mal rangée, et il y a un apprentissage automatisé où elle va apprendre elle-même et l'humain va quand même corriger. Et donc ces logiciels reposent sur cette technologie-là. Et sauf que là, en gros, ce qui est demandé de repérer, c'est des comportements, avec plein de guillemets, suspects ou anormaux. C'est tout ce mythe-là, c'est de pouvoir trouver l'anomalie dans la foule. Donc c'est ça le point de départ de cette technologie. Et sur la stratégie des petits pas, en fait, en réalité, il y a deux options un peu dans ces matières. C'est soit la stratégie de la disruption, on pourrait dire, au plan juridique, où d'un coup, tu vas utiliser, en gros, la théorie du choc de Naomi Klein, où le pouvoir instrumentalise un événement et un choc pour légaliser ou faire progresser des capacités de surveillance d'État. Donc c'est typiquement ce qu'on a connu en France avec la loi renseignement présentée après les attentats de Charlie Hebdo en 2015,
où en fait ça vient légaliser des choses qui étaient pratiquées sous le manteau, qui n'étaient pas légales et qui du coup n'étaient pas forcément déployées à grande échelle, et où la loi vient légaliser a posteriori d'un coup des trucs dont il n'avait jamais été débattu, sur lesquels il n'y avait aucune forme de publicité, a fortiori dans le domaine du renseignement. Et après, il y a la stratégie des petits pas qu'on a vu se déployer, mais en partie comme une réponse à la résistance que collectivement on a su organiser pour faire face à ces déploiements. Parce qu'au début, quand on commence en 2019 sur les questions de vidéosurveillance algorithmique, le projet, c'est de légaliser la reconnaissance faciale en temps réel, donc le couplage de la vidéosurveillance en temps réel pour identifier des individus suspects, des terroristes par exemple, dans l'espace public. Sachant que la reconnaissance faciale a posteriori, on a une image d'un suspect, on cherche à l'identifier, on prend cette photo et on va sonder le fichier, notamment le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires, ça s'est autorisé depuis 2012. Ça avait été pratiqué quelques mois avant de manière illégale et c'est légalisé par décret en 2012. Et donc leur projet, c'est de légaliser, notamment d'utiliser la loi Jeux Olympiques, l'échéance des Jeux Olympiques pour faire passer la reconnaissance faciale en temps réel. Et en fait, en 2022, Cédric O, l'ancien secrétaire d'État au numérique et depuis devenu le lobbyiste en chef de l'industrie de la tech en France, explique qu'il ne va pas se représenter, qu'il quitte la politique, il sera mieux payé dans le privé. Et qu'en gros, le débat, notamment en raison d'associations libertaires, comme la nôtre, la France n'est pas mûre, les Français sont pleins de fantasmes, et que du coup, politiquement, en fait, il acte le fait que c'est trop risqué d'aller tenter de légaliser la reconnaissance faciale. D'où une stratégie des petits pas, et qu'on connaît aussi dans plein d'autres matières, dans plein d'autres domaines, police-justice, qui est de dire on va d'abord légaliser des cas d'usage relativement peu controversés, en apparence moins sensibles du point de vue des libertés publiques, et puis après on fera monter le curseur, etc. etc. Et du coup, c'est la loi JO adoptée au printemps 2023, et qui légalise la vidéosurveillance algorithmique pour des gens qui vont à contresens ou des véhicules, des personnes statiques dans l'espace public, des départs de feu, des ports d'armes, des bagages abandonnés. Et j'ai pas écouté le début, je suis désolée, je les connais par cœur, mais là je me suis pas concentrée. 8 cas d'usage. Et du coup, on en est là en fait. On est là. Et là-dessus, pour rebondir sur ce que dit Félix sur la stratégie des petits pas et l'acceptabilité, c'est pas pour rien qu'ils ont utilisé les JO. Ils l'annonçaient depuis longtemps. Et il y a un chercheur américain ou canadien, je sais plus, qui s'appelle Jules Boykoff, qui a beaucoup étudié ces méga événements sportifs et les Jeux Olympiques, et qui notamment fait un parallèle avec la stratégie du choc de Naomi Klein pour dire ces moments festifs, il appelle ça le capitalisme de fête, ces moments festifs par leur côté extraordinaire, un peu hors du temps, sont utilisés par les États pour faire passer des lois qui seraient pas passées en temps normal et les rendre acceptables. Et c'est exactement ce qui s'est passé en France avec ces technologies qui arrivaient, qui s'installaient à bas bruit sans que personne sache trop comment. Et là, tout d'un coup, il y a les JO, on dit « Ah, on a besoin de cette technologie pour les JO ». Et c'est là où le problème de l'opacité vient, c'est que personne ne sait ce que c'est. Thomas a expliqué comment ça marche, mais personne ne sait vraiment comment ça marche. Personne ne sait comment c'est utilisé, mais on l'amène comme une solution miracle avec ce truc des Jeux Olympiques qui écrase tout sur son passage parce qu'on ne peut pas s'opposer aux Jeux Olympiques. Et le petit argument aussi, quand il y a eu les débats, la CNIL a donné sa position avant que la loi soit votée, et l'argument du secteur sécuritaire, c'est de dire il y a trop de projets déployés, il y a trop d'argent en jeu. C'est les emplois, toujours les mêmes arguments, et il y avait aussi la question de la souveraineté, un peu plus originale, mais sur les questions sécuritaires quoique, et donc c'était ça, le chantage à l'emploi, et le fait qu'il y a une souveraineté technologique, on ne peut pas se permettre d'avoir des technos chinoises ou américaines, sachant que l'un des leaders du marché français s'appelle Briefcam, qui est à l'origine une boîte israélienne qui a été rachetée par Canon en 2019, je crois. Donc bon, bref, c'est ce genre d'argument qu'on peut entendre assez c'est les petits pas et le fait accompli, en fait. C'est bien cliqué, en fait, derrière avec ça. Mais parce que donc là, on parlait des JO, donc des situations exceptionnelles, bagages oubliés, terroristes, etc. Mais toi, Thomas, dans ton infiltration, tu as fait des salons où tu as été vendre cette technologie. Et je sais qu'il y a un passage un peu drôle où tu as un de tes stagiaires qui t'explique comment percevoir l'étiquette politique d'un maire pour savoir quel argumentaire lui servir. Et donc, en gros, aujourd'hui, les logiciels d'intelligence artificielle qui vendent de la vidéosurveillance, les gens, ils les achètent pourquoi ?
Disons que je pense qu'il faut... pour moi, il y a 2 catégories de sociétés de VSA, d'éditeurs de logiciels. Il y a ceux qui sont très sécuritaires, Briefcam, 2i, qui travaillent avec la police, qui sont, police... et les autres qui sont plus ambigus, ils font aussi du sécuritaire, mais aussi de la gestion urbaine, on va dire. Donc, analyse du trafic, analyse des points de congestion, embouteillage aussi pour éventuellement régler ça, coupler ça au transport. Donc il y a déjà cette distinction à faire entre des acteurs et donc là-dessus, oui, dans les salons, en fait, l'idée c'est effectivement d'identifier la couleur politique d'un élu, parce qu'on sait que droite, extrême droite, en tout cas c'est ce que me disait mon collègue, c'est qu'il faut mettre en avant les analyses, les fonctionnalités sécuritaires, quoi. Donc détection d'attroupement, on avait détection d'attroupement, évidemment ça m'échappe, mais et sur des mairies de gauche ou des maires de gauche, là il faut mettre plus en avant les fonctionnalités de gestion urbaine, quoi, pour gérer les aménagements. Donc tout ça vient un peu se mélanger, mais il fallait adapter le discours en fonction de la couleur politique. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est un peu ce que je dis, c'est qu'il y a aussi un truc où tu as une capacité, tu as une possibilité technologique, surveiller, analyser, donc soit trier, faire des statistiques, etc. Et donc, d'une certaine manière, il faut remplir la technologie de nouveaux usages, quoi. Il y a aussi un truc un peu... ils ne sont pas tous absolument rivés sur un truc que sécuritaire, complètement dingo. Non, mais... en fait, ce que explique d'ailleurs un énarque, ancien directeur de la stratégie chez Thales, c'est qu'en fait, les budgets des villes sont très souvent débloqués sur les questions sécuritaires et que de fait, c'est là où ils arrivent à vraiment refourguer leur machin. Et moi, je me rappelle discuter, on a échangé pas mal au fil des années avec un jeune patron d'une startup qui s'appelle 22, qui fait de la VSA et qui nous a contactés en mode moi, je vais faire de la VSA éthique, parlons-nous, etc. Donc ça a été vraiment très intéressant de parler avec lui, d'entendre son discours, mais lui il était vraiment dans une idée de dire moi je vends ces outils comme une technologie qui va permettre d'améliorer le monde, de nous libérer du travail fastidieux pour les opérateurs de vidéosurveillance qui scrutent les flux, c'est un boulot chiant, et tout ça en me citant des prénoms de personnes, des prénoms arabes, bref. Et en fait, ce que je lui ai dit dans une discussion, parce que je le crois assez sincère quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de se penser comme un méchant qui traîne avec Estrosi et tous les tristes cires autoritaires, mais ce que je lui expliquais, il avait l'air plutôt d'accord, c'était que en fait il a quand même des dizaines de millions d'euros d'investisseurs de je sais pas quel fonds d'investissement, il a 50 employés avec des gros salaires à sortir parce qu'il les paye bien à la sortie de leurs études en data science, et que en fait le jour où les marchés vont être ouverts parce que Estrosi et consorts vont avoir convaincu l'opinion et le Parlement de légaliser la VSA, ce sera sur des applications sécuritaires, et il ira à fond les ballons sur ces applications sécuritaires parce que ce sera là où il y aura de l'argent à se faire, quoi. Donc en fait, il y a effectivement une pluralité d'usages possibles, mais compte tenu du contexte social et politique dans lequel ces technologies sont déployées, il n'y a pas beaucoup de mystère sur ce à quoi ça va servir en pratique. Mais du coup, si on parle des usages possibles de ces technologies, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus précisément, justement, c'est quoi la différence entre toutes les caméras qui étaient dans les villes avant la vidéosurveillance algorithmique, à quoi elles servaient avant, qu'est-ce qu'elles pouvaient rendre possible? J'ai l'impression que ça avait plein de caméras, elles avaient quand même besoin de cassettes et de visionnage humain, quoi. Mais en même temps, c'était toujours rétrospectif, après coup, en tout cas le plus souvent. Ouais, sauf dans les entrées d'immeubles, je sais pas. Mais du coup, et après il y a cette truc algorithmique. Deux choses. Est-ce que les vidéos de surveillance aujourd'hui, elles servent à être vues ou elles servent à autre chose? Et autre question, est-ce que les vidéos de surveillance hier, avant l'algorithmique, elles servaient aussi à être vues? Enfin, est-ce que c'était vraiment ça leur effet pratique sur les comportements, les attitudes? À être vu, tu veux dire que les gens les voient et... non, là je parle de ce qui est enregistré, le flux, mais aussi, du coup, la présence physique de la caméra, qu'est-ce qu'elle change dans les comportements? Je veux bien commencer très factuel. Les caméras, elles servent à deux choses, dans la loi, etc. Soit à prévenir les infractions, donc ça c'est la vaste blague parce qu'une caméra ne prévient rien, mais du coup, il y a des villes, pas toutes, qui se dotent de ce qu'on appelle des centres de supervision urbain, les CSU. Donc c'est vraiment ce que tu imagines, la salle avec les gars et les écrans qui regardent toute la journée à essayer de trouver quelqu'un
En qui direct. a grillé un feu rouge en direct. Mais t'as Flagrant délit. en flagrant délit. Voilà. Mais t'as des villes qui ont des caméras, même des moyennes villes, et qui n'ont pas de CSU. Donc dans ce cas-là, si elles sont pas regardées en direct, c'est l'autre usage qui est le revisionnage dans le cadre d'enquête. Donc s'il se passe un truc, il y avait une caméra juste là, on réquisitionne, ils sont censés garder les enregistrements jusqu'à 30 jours. Les villes, les préfectures, etc. Et là, ils revisionnent. Et la VSA, elle a plusieurs applications pour ces deux usages-là. Donc le premier, c'est vraiment ça, le gros discours, qui est vraiment un mythe, c'est « Ah, il y a trop de caméras aujourd'hui, les agents des CSU ne savent pas où regarder, on va automatiser tout ça. » Et en gros, vraiment, l'idée, c'est ça va biper en rouge quand quelqu'un va faire un truc bizarre. Et donc là, on va pouvoir en parler, c'est toute la notion de c'est quoi un comportement suspect, c'est quoi une anomalie sociale, c'est quoi qui devient une anomalie technique. Donc là, il y a une vraie critique à avoir sur le contrôle que ça porte, la vision de notre rapport à la ville. Et je termine juste sur la deuxième application qui est tout aussi dangereuse. Donc c'est ça, Briefcam, la boîte dont on parle pas mal, elle fait surtout ça. C'est un peu une sorte de super magnétoscope qui va permettre de traiter et analyser ces images hyper rapidement. Donc de dire, j'ai 300 heures devant moi à regarder, je veux faire apparaître que les hommes, que les femmes, que les jeunes, etc. Et donc on peut retracer hyper facilement le parcours de quelqu'un Sur les enregistrements. Donc voilà. Mais juste peut-être, je te donne la parole après sur la vidéo-verbalisation, parce que c'est hyper intéressant de ce dont tu parles dans le livre. Mais en vrai, l'argument qui est présenté, c'est un argument d'économie politique et de bonne gestion en fait. On a déployé en gros autour de 100 000 caméras. Ça a dû coûter, il n'y a pas les chiffres, le ministère de l'Intérieur s'assoit dessus, mais plusieurs milliards d'euros depuis 10-15 ans. Il y a trop de capteurs, pas assez de fonctionnaires équivalents temps plein ou de contractuels sous-payés dans les centres de supervision urbains pour les scruter, donc on va automatiser l'analyse. Et la vaste blague, c'est qu'en fait, cette politique hyper dispendieuse, même la Cour des comptes, même la CNIL, souligne sur la base de quelques études indépendantes qui ont été menées, là encore il n'y a pas les chiffres officiels du ministère, qu'en gros, dans le cadre d'enquête pénale, ça sert entre 1,13 à 3% des affaires où ces images de vidéosurveillance archivées jouent un rôle, pas forcément décisif, mais important dans le fait de résoudre l'enquête. Donc c'est très faible en termes de rapport coût-efficacité, là encore, pour reprendre la rationalité étriquée des technocrates qui tentent de nous gouverner. Mais, donc le mythe, voilà. l'argumentaire c'est l'efficacité, mais en réalité il n'y en a pas vraiment. Donc du coup, c'est pas un bon argument. C'est pas un bon contre-argument. Non, mais du coup la question c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est alors pourquoi ils le font quand même? Est-ce que c'est juste des gens qui vendent leurs produits, des gens, il y a une espèce d'inflation de croyance dans un truc qu'on le vend? Vous n'avez pas parlé du tout de l'effet dissuasif aussi du dispositif. Est-ce que il est réel ou pas? Mais en fait, il est dur à revenir sur le chilling effect et ces choses-là, mais en tout cas, quand on discute avec certains maires, il y a l'effet plumeau qui est un langage utilisé par les policiers, c'est-à-dire que quand il y a des caméras installées, les gens se déplacent en fait et la vie continue, donc en fait, ou les gens qui ont quelque chose à se reprocher, mais au niveau de l'efficacité, toutes les études montrent que ça ne sert à rien sur la gestion des troubles à l'ordre public ou sur les crimes violents. Il y a des méta-analyses qui sont faites sur plein de pays qui convergent, exception faite je crois sur les parkings et sur certaines zones résidentielles, mais non, mais ce qui était intéressant, c'est que quand moi je vendais le logiciel, on allait dans des mairies et on faisait la démonstration du logiciel, et je me souviens d'ailleurs de ce premier rendez-vous qui était dans la ville dans laquelle j'habitais, et la première réaction des responsables de la sécurité, de l'adjoint au maire, ça a été la vidéo-verbalisation. Parce qu'en fait, c'est un retour sur investissement qui peut être intéressant, parce que la VSA, ça a évidemment un coût, c'est entre 100 et 400 euros le flux vidéo, donc ça peut vite chiffrer, sans parler des coûts d'installation sur la voirie, des fibres, ce genre de choses, ça peut être assez lourd en fonction de la ville. Mais voilà, ce qui les intéressait, c'est le retour sur investissement possible. Et ça, il se trouve que la VSA le fait plutôt bien. Il faut aussi dire faudra dire ce qu'elle ne sait pas faire aussi. C'est-à-dire détecter l'objet voiture, elle le fait plutôt bien. Détecter une ligne blanche, elle sait le faire. Donc il faut vraiment imaginer un écran où on visionne une rue, on va avec sa souris délimiter une zone et on va dire quand l'objet voiture passe là-dedans et qu'il dépasse cette ligne, donc le carré qu'on a défini, je veux une alerte en temps réel. Ce qui permet de remonter l'information au centre de supervision urbain et à l'opérateur d'avoir tous les éléments pour faire une verbalisation, donc la plaque, l'heure et l'infraction.
Et donc ça, stationnement gênant, pareil, on peut mettre une temporalité et dire ça reste plus de 3 minutes, c'est trop long. Voilà, donc les feux rouges grillés, ce genre de choses, ça peut bien le faire. Évidemment, c'est pas dans la loi JO, parce que je pense qu'il y aurait une petite levée de bouclier sur ces questions, je pense. La dernière fois qu'ils ont touché aux voitures, ça s'est mal passé. Voilà, donc c'est un peu délicat. Il y a aussi des sujets sur le covoiturage qui a l'air d'être un peu plus fort en termes d'acceptabilité, parce qu'on pourrait... En gros, comme dit ce que c'est une VSA qui regarde si on est bien de 2 ou 3 dans une voiture. Et sinon, tu verbalises automatiquement. Sympa. Et ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, il y a toute cette logique de rentabilité pour les villes qui cherchent à maximiser des retours sur investissement, en tout cas de générer de l'argent sur ces problématiques. Du coup, moi, je veux bien essayer de commencer à répondre à ta question, mais du coup, pourquoi si ça marche pas mais parce qu'en fait, ils s'en fichent que ça marche pas. Après, peut-être pour revenir un peu en arrière, là on est sur la VSA, mais la vidéosurveillance, du coup, elle a commencé à être installée dans les 90-2000, un peu sur des initiatives locales de personnes, Thomas en parlait un peu tout à l'heure, qui avaient une certaine conception de politique de sécurité, de se dire ça en influençant la manière dont la personne commet une infraction, qu'on va peut-être pouvoir la prévenir. Donc c'était plutôt isolé, et c'est vraiment sous Sarkozy qu'il a décidé d'en faire un outil de politique publique, de mettre des subventions, de doter plein de villes de ces caméras. Donc il a commencé à avoir des caméras, ça marchait pas trop, on en a mis plus, ça marchait pas trop, on en a mis des meilleures, ça marchait pas trop, des 360, des CSU, et là ça marche toujours pas, et on met de la VSA, et en fait c'est pour ça que, et je suis d'accord, la question de est-ce que ça marche ou pas, c'est pas forcément la question, c'est est-ce que c'est même un bon outil de politique publique. Et en fait la caméra elle sert à autre chose, elle sert pour les acteurs locaux, les maires, etc., il y a un vrai argument électoraliste, en fait, parce qu'il y a aussi il y a un bouquin intéressant de 2 sociologues qui s'appellent René Zoberman et Philippe Robert, qui ont réfléchi au sentiment d'insécurité, qui ont essayé de mesurer ça. Et en fait, c'est quelque chose qui est pris en compte par l'État, pareil, depuis que quelques décennies. Avant, juste, on cherchait à retrouver des personnes qui avaient fait des infractions. Et là, de sonder un peu les émotions, de prendre en compte comment les gens se sentent et de faire des politiques de sécurité en fonction de ça, ça date des années 70-80. Et on retrouve ça avec l'objet caméra. En fait, ça rassure les gens. Il n'y a aucun lien avec ensuite des... Ça rassure et ça victimise, par ailleurs. Ça produit aussi de la victime au kilomètre carré. Le dispositif, il est toujours double, en fait. Hein. Enfin, mais ça, je reviendrai après là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, et quand on parle parfois à des députés, etc., ils nous disent on met des caméras parce qu'on me le demande. Et en fait, aujourd'hui, en tout cas, cet objet-là a cette fonction-là, et on peut le déplorer, mais en tout cas, ça s'explique. Et pour un maire, dire j'agis sur la sécurité, je mets une caméra, ça lui coûte pas cher, et ça rapporte des électeurs. Et en plus, il y a un algorithme, il fait moderne. Donc là, déjà, il y a quelque chose là-dedans dans la conception de la politique de sécurité qui est faite aujourd'hui, qui cherche plus à surfer sur ce sentiment d'insécurité qu'à vraiment faire des logiques des politiques de prévention sociale, d'accompagnement, etc. Donc déjà il y a ces intérêts-là, et après on en a parlé, il y a les intérêts économiques. Avant les caméras avec des algorithmes, c'était les caméras tout court, la sécurité privée qui a explosé aussi depuis quelques décennies, et après les intérêts autoritaires de la police qui a quand même si ça ne fonctionne pas dans un certain sens, ça fonctionne à contrôler, à surveiller des populations qu'elle réprime de manière générale. Il y a une logique de quadrillage aussi, parce que le Fonds interministériel de lutte contre la délinquance, le FIDP, c'est un fonds d'État qui aide au financement des caméras. Donc il y a aussi une logique, je trouve, quand on y réfléchit, de sorte de quadrillage aussi du territoire, parce que finalement, sans en mettre partout dans les centres-villes et dans tous les points stratégiques, c'est l'entrée et les sorties des villes. Donc d'une certaine manière, il y a aussi cette logique de quadrillage du territoire, sur laquelle l'État en tout cas insiste au travers de ce fonds interministériel qui finance, c'est assez élevé, hein, on parle de 83 millions je crois l'année dernière, et ça fait depuis 2012 qu'il est débloqué, et on est à peu près sur les mêmes montants, donc l'État subventionne et aide les communes à s'équiper. Petit rappel, une caméra c'est en moyenne autour de 25 000 € l'équipement, l'installation. C'est Tanguy Le Goff qui en parle, ça peut monter jusqu'à 50 000 en fonction des travaux qu'il y a à faire, donc l'investissement est lourd pour les villes. Et pour rejoindre Noémie, on appelle ça même l'effet ruban, c'est-à-dire que les maires vont inaugurer un nouveau système de vidéosurveillance parce que les commerçants ont eu
je sais pas, un vol dans les magasins. Et donc, effectivement, c'est une réaction à peu de frais quand c'est financé par l'État. Et surtout, s'assurer des électeurs plutôt satisfaits parce que le maire agit, en fait. Du coup, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'efficacité en termes de sécurité. En fait, il y en a un sur le sentiment de sécurité, en revanche, et il y a quelque chose qui est proche des fantasmes modernistes, on est dans l'air du temps et dans la droite file du progrès, en quelque sorte, plus des intérêts économiques qu'on peut comprendre, de spéculation. Mais il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un autre élément qui joue justement dans le fait que, vous avez dit, c'est des réseaux de neurones, c'est-à-dire c'est des analyses de pixels qui s'enrichissent d'observer des comportements tout en étant nourris par des gens qui les programment. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu autre, en plus, qui est aussi une accumulation phénoménale de données comportementales à l'échelle de dizaines de villes, et donc une capacité là d'être carrément rentable en fait au fond, d'un point de vue simplement économique, puisque on vend des données, mais des données comportementales à l'échelle de villes entières, et même au-delà, au niveau cognitif ou épistémologique, on arrive à avoir un nouveau type de pouvoir qui affecte directement les comportements des gens, en les analysant, en les étudiant dans le détail et dans le quotidien en permanence. Est-ce que cet enjeu-là, il est présent ou pas ? Et à quel niveau ? Et comment ça se manifeste concrètement, une entreprise qui vend ses logiciels algorithmiques d'analyse de données, etc. Après, qu'est-ce qu'elle en fait aussi des données qu'elle analyse ? En fait, on ne sait pas bien encore. Enfin, je crois là, notamment, il y avait tout un enjeu de savoir si les entreprises qui ont été sélectionnées pour l'expérimentation de la loi JO allaient pouvoir garder les données. A priori, c'est pas le cas. La question, c'est est-ce qu'elles ont pu quand même enrichir leur modèle pour qu'il soit plus efficace et du coup avoir un avantage compétitif sur le marché dans les années à venir. Et l'argument de l'efficacité, déjà, ces technologies policières, au-delà de la vidéosurveillance, elles ont aussi un effet de légitimation sur l'institution policière elle-même, outre les élus qui la promeuvent et qui en tirent des bénéfices politiques à court terme. Mais on a toujours fait gaffe dans le cadre de la campagne Technopolis à manier cet argument de l'efficacité de manière subsidiaire, parce que en fait, au-delà du dispositif et ce qu'il produit concrètement dans les pratiques, et il y a quand même beaucoup de violences policières, de violences d'État qui sont amplifiées par ces dispositifs, ce que ça génère, c'est des discours, c'est un imaginaire autour de la sécurité qui continue en fait de nous faire glisser sur la pente sécuritaire, de voir tout problème social, toute forme de déviance et de violence qui traverse la société sous le cadre de la réponse policière et d'une forme d'enfermement qui a gagné le champ politique de manière très 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 nette, et ça concerne également évidemment les partis de gauche, et on le voit très clairement à l'échelle locale et dans les débats nationaux évidemment. Et donc et puis en plus il y a cet aspect, par rapport à ta question, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'en effet on est quand même dans un moment où en termes de la capacité de la technologie à produire ces rêves cybernétiques qui sont en fait les mêmes depuis un demi-siècle, c'est ce que j'essaie un petit peu de montrer dans la partie historique, c'est qu'en fait la police prédictive, l'analyse automatisée, l'optimisation par l'informatique de l'activité policière, c'est en germe et ça a été expérimenté dès les années 60 en vrai. Et c'est comme si on était un peu toujours confronté au même futur qu'on nous vend et qui sert à légitimer ces réseaux d'acteurs. Et puis c'est des fantasmes de pouvoir extrêmement anciens. On retrouve des textes du 2e siècle avant Jésus-Christ où il y a cette attente de prédire des pensées criminelles, mais là par d'autres techniques. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais bon. Oui, mais c'est bon, toi tu posais la question là, tu disais ah oui, mais est-ce qu'il y a une différence entre est-ce que ça produit de la sécurité ou est-ce que ça produit un sentiment de sécurité, comme si en fait sécurité et sentiment de sécurité c'était deux choses distinctes. En fait, le concept même de sécurité, il va de pair avec le sentiment d'insécurité, quoi. Et donc tu peux pas dire. Et moi, par ailleurs, je pense que, moi je trouve mais j'entendais par définition, en gros, est-ce qu'il y a moins objectivement d'actes criminels que la loi réprime normalement. Ce qui implique donc que tu t'imagines que tu vas prendre tel petit ami pour évaluer ça, et quel petit ami ça va être. Et parce que par exemple, moi je trouve que c'est à mon avis la question la plus intéressante, la plus fondamentale sur cette question de vidéosurveillance. C'est que dans le livre, moi alors tu le disais Félix à l'instant, toi, dans ton livre, tu le dis à la fin, tu dis nous la question de l'efficacité
on veut qu'elle soit que subsidiaire. On veut absolument pas, parce qu'on voit bien le risque que ça a de dire oh non mais ça marche pas si bien que ça, parce que le jour où ça marche bien, tu l'as un peu dans le baba. Mais en dehors de ça, on pourrait se poser légitimement la question pourquoi est-ce que si la vidéosurveillance est bien régulée, et que donc ça permet qu'il y ait moins de poubelles dans les rues, etc. Genre peut-être 3 petits trucs sympas qu'on apprécie comme ça, on pourrait se dire pourquoi pas. On pourrait se dire nous on est juste un peu paranoïaque, dire oui mais le pouvoir va être fasciste. Quand on lit votre livre, il y a 2 justifications à pourquoi ne pas vouloir la vidéosurveillance. La première, tu l'évoques quand tu es à une réunion de la N2V, je crois, et tu donnes un argument qui est à mon avis très bon, mais qui est un argument, un pré-argument, qui consiste à dire, en fait, une sorte d'argument post-texte, en fait, si pendant la Seconde Guerre mondiale, la police avait eu accès à ce genre de dispositif-là, on n'aurait pas fait long feu. C'est un argument qui est vrai, mais donc qui est un argument un peu post-texte, parce qu'en gros, c'est un argument qui veut dire si un jour, en gros, si on le résume, si un jour le fascisme est un petit peu plus franchement là qu'il n'y est, et qu'il est en mesure de nous éliminer pour pas grand-chose, on sera éliminé pour pas grand-chose beaucoup plus rapidement. Bon, ça c'est un argument vrai, mais qui est quand même un argument de projection, qui est au cas où, machin. Il y a un second argument qui revient de manière un petit peu récurrente, qui consiste à dire, je le dis un peu grossièrement, mais grosso modo, le système capitaliste, blablabla, est injuste, discriminatoire, etc., etc. Et dans le fond, la vidéosurveillance va donner plus de pouvoir à la police et donc peut potentiellement accentuer le caractère discriminatoire, etc., du capitalisme. Mais à chaque fois, dans les 2 cas, on est un peu dans le si c'est pas bien contrôlé, quoi, quelque part. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que dans le fond, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'on se dit oui, mais on sent bien qu'il y a un truc de principe. Il y a un truc, je sais pas, on voit une caméra, on veut casser une caméra. Enfin, il y a un truc où on n'a pas envie qu'il y ait une caméra. Et c'est comme si en fait on n'arrivait pas à se trouver les bons arguments de pourquoi est-ce que vraiment ça va pas, quoi. Et donc d'un seul coup, dès qu'on commence à dire oui mais en plus ça coûte très cher, et puis en plus ceci, et puis en plus cela, non, parce qu'en fait un jour, on voit bien qu'il y a quand même un sens de la technologie qui va dans le leur, sans aucun doute, et donc c'est certain que ça coûte de moins en moins cher, même si ça coûte encore un peu cher, c'est certain que c'est de plus en plus efficace, même si c'est pas encore ultra efficace. C'est vrai qu'il y en a absolument partout, même si on n'a pas absolument partout. Il y a tout un truc. En tout cas, on sent bien que le bateau dans lequel on est, ce vers quoi il nous amène, c'est vers là, quoi, pas ailleurs. Et donc, je trouve que ça doit nous obliger à nous reposer cette question-là. Alors, il y a toute une mission sur la CNIL, etc. Je pense qu'il faut qu'on l'ait après, parce que c'est important qu'on écorne la CNIL au passage. Mais on est dans ce bain où on dit où la discussion elle est entre sécurité et liberté. Il y a ce truc-là, alors que cette idée, la liberté, surtout il y a ce truc qui est un petit peu bizarre. Alors on dit ma liberté elle s'arrête là où je commence avec des autres, blablabla, donc la liberté libérale évidemment. Bon, et la sécurité c'est quand même avoir le droit de pouvoir mettre ses poubelles là où on veut. Et en fait, quand on est dans ce truc-là, sécurité-liberté, tout de suite, il y a toujours un peu un piège, c'est que, en fait, c'est un peu les mêmes types, un peu à la même époque, qui ont inventé ces mêmes concepts, sécurité-liberté, que nous, on s'amuse à opposer, comme ça, oui, mais la sécurité, oui, mais s'il y a trop de machin, on sait pas comment s'en dépatouiller. Mais en fait, c'est le même paradigme, c'est le même imaginaire, c'est le même rapport à la vie, c'est le même rapport au monde, etc. Et donc, moi, c'est mon impression, c'est que tant qu'on réfléchit dans ces termes-là, la liberté libérale et la sécurité libérale, qui naissent en même temps au XVe siècle pour faire circuler les marchandises, les contrôler, les machins, c'est un moment où on a besoin de cette circulation, de cette liberté et de cette sécurité et de cette sécurisation. Et en fait on se prend tout de suite les pieds dans le truc, on a genre ouais mais la sécurité c'est pas ça, mais la liberté c'est pas cette liberté là, etc. Et donc là, en préparant l'interview, j'ai relu un bout d'un livre d'un ami qu'on a déjà interviewé ici, qui s'appelle Miralis Lianos, qui s'appelle Le Nouveau Contrôle Social, je crois. C'est un vieux livre, qui doit avoir 15 ou 20 ans, enfin vieux par rapport à l'âge au truc de vidéosurveillance et tout ça. Et dedans, il y a un chapitre sur la vidéosurveillance,
alors que je serais vraiment incapable de résumer parce que c'est très 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 complexe, mais je trouve d'une finesse vraiment exceptionnelle. Et en fait, lui, il fait un peu une autre opération sur cette question de la vidéosurveillance. En gros, il dit, en fait, sociologiquement, c'est-à-dire nous en tant que société, nous en tant qu'individus, comment on est constitué, etc., qu'est-ce que quasi anthropologiquement, qu'est-ce que la vidéosurveillance, ça vient changer dans notre rapport au monde. Et là, d'un seul coup, il commence à trouver plein de trucs hyper stylés. Par exemple, le rapport au temps. C'est-à-dire qu'est-ce que ça fait la vidéosurveillance ? La vidéosurveillance, c'est que d'un seul coup, vous avez la vie praxique, la vie en tant qu'elle est vécue, comme ça, qui se retrouve à être systématiquement archivée, qui en fait devient une espèce de menace sur le futur. C'est-à-dire que rien ne s'en va, rien ne s'échappe. Non, on vit tout en dans un dédoublement de nous-mêmes en permanence. On le sait, et on sait qu'il y a des caméras, c'est écrit partout, il y a des caméras, donc ça arrive quelque part dans notre tête. Qu'est-ce que ça produit la vidéosurveillance ? Ça produit ce phénomène où d'un seul coup, nos comportements, on sait donc cognitivement, on ne peut pas ne pas savoir qu'on est filmé, et donc d'un seul coup, on sait que notre rapport au monde va devoir être normal. Ça peut être tout bête comme ça d'être normal, mais en fait c'est pas rien d'être normal. Et surtout, c'est avec si on doit faire un truc un peu chelou, et d'un seul coup, c'est par rapport à une espèce d'instance tierce qui est la caméra, qui n'est pas une personne. Si on est avec une personne qu'on fait un truc un peu chelou, on va avoir plein de petits dispositifs intersubjectifs qui vont faire que on va devoir dire ouais, tu vois là je fais un truc chelou, mais c'est parce que je me suis cassé la cheville quoi. Là, genre, ah oui d'accord, c'est pour ça que t'es chelou. Et il va y avoir plein d'espèces de petites modulations qui vont faire que il y a des normes évidemment, il y a des normes intersubjectives, etc. Mais ces normes, elles sont continuellement, à tout moment, potentiellement rediscutées, renégociées. Pas avec la caméra. Avec la caméra, en fait, ça produit un phénomène où tout le monde, en fait, ne s'adresse pas à autrui, ne s'adresse pas... et donc, ça produit une espèce de situation de drôle, d'anomie, qui est à la fois... qui isole à la fois chacun absolument dans son truc, et qui évacue de chacune des normes toute valeur, par exemple. C'est qu'en fait, on suit la norme pour suivre la norme, en fait. C'est ça que ça produit, la caméra. Bref, je ne vais pas raconter son livre parce que je le raconte mal, mais bref, il fait 20 pages vraiment brillantes là-dessus, sur qu'anthropologiquement la vidéosurveillance nous fait. Et là où je trouve que d'un seul coup c'est puissant, c'est que d'un seul coup c'est plus une question de principe. Enfin, c'est plus une question de genre parce que la liberté ou parce que la sécurité quand même. C'est que d'un seul coup, il y a une idée de la ville qui est un truc qui se construit avec des gens, des rapports, et une idée technocratique, cybernétique, folle, de contrôle, qui dit en fait la vie, elle va être de plus en plus, les comportements vont être de plus en plus normés, de plus en plus homogènes, de plus en plus les mêmes, de plus en plus. Et où donc d'un seul coup, on touche un truc, on se dit mais en fait, ce qui se joue avec les caméras, c'est un rapport au monde de merde en fait. Et là d'un coup, t'as un autre appui quoi. C'est que en fait, nous on veut d'autres villes, on veut d'autres tout quoi. Il y a un exemple tout simple. Moi je sais que depuis que les caméras surveillent les immobilités, ça change tout comme tu dis. Savoir que si on s'arrête, on peut être suspect. C'est dans tous ces événements, les comportements suspects, il y a, donc ça c'est dans la documentation commerciale des boîtes, c'est le maraudage, donc c'est le fait de zoner au même endroit quoi. Il y a eu une expérimentation il y a quelques années à Châtelet, donc une station parisienne la plus bondée de la région parisienne. Si tu restais plus de 300 secondes, ça déclenchait une alerte. Et nous, pour le coup, ce que tu dis, c'est vraiment une critique qu'on formule parce que tout ce qui a été dit sur la caméra, là, ça va être mis dans le dur, dans le code, en fait, dans l'algorithme, qui va, en gros, ce qu'on dit, repérer tout ce qui juste ne marche pas d'un point A à un point B. Si tu fais autre chose, en fait, si t'es pas juste en train de faire métro, boulot, dodo, l'algorithme potentiellement peut détecter. Et c'est là où tu dis, c'est le rapport au monde, le rapport à la ville. Et là, on a fait petit moment promo, on a fait une petite brochure à la Quadrature où on explique tout
tout notre travail sur la VSA. Et dans la conclusion, on voulait parler de ça, et avec ma collègue, aujourd'hui, on s'est posé en mode, bon, qu'est-ce qui est trop cool de faire dans la ville, du coup, qui serait impacté. Et vraiment, on a passé une demi-heure à lister, mais tous les trucs chelous que tu fais dans la rue, le fait de regarder un immeuble, le fait de danser, et en fait, la ville, là tu dis le rapport au monde, mais c'est le rapport à la ville, à cet espace, qu'est-ce qu'on projette dans cet espace, et du coup, qu'est-ce que l'algorithme dans la caméra, si on lui dit, en fait, juste tu parles de normes sociales, en fait, il y a rien qui est vraiment de l'illégal là-dedans. C'est quelle norme sociale on va mettre dans la norme technique et qui va du coup produire exactement dans ce que tu dis. Je sais pas si tu veux... Ouais, je veux juste pour compléter en disant que la question se pose quand même de savoir si ça produit effectivement ça aujourd'hui, maintenant, pour les habitants des villes vidéosurveillées. Moi, j'ai l'impression de me retrouver pas mal dans ces descriptions, c'est-à-dire que parce que j'identifie l'objet, c'est un truc que je vois, parce que je suis sensibilisé à ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de mes concitoyennes qui circulent en ville sans même prêter attention. En fait, il y a plein de gens que tu leur fais découvrir qu'en haut de ce mât, en fait, c'est une caméra de vidéosurveillance. Juste peut-être pour se rassurer un tout petit peu, même si la potentialité normalisatrice est évidemment là. J'aurais aimé qu'on le lise plus tôt, ce livre, mais merci pour la ref. Après, je pense aussi qu'on est dans la campagne Technopolis, on a fait gaffe à mettre ça en avant. Je veux dire, on n'a pas essayé de construire un discours de pur juriste et tout. On a été voir la tradition du droit à la ville, on a parlé des conflits d'usage, des guerres de classe dans l'appropriation de l'espace public urbain. Et en fait, puis c'était très clair, en fait, comme le disait Noémie, sur les cas d'usage prioritaires, le maraudage, les modes d'occupation populaire de l'espace public. Et ça s'accompagne, l'attroupement, et ça s'accompagne de ces politiques gentrificatrices ou anti-vagabonds, anti-SDF. Il y a tout un urbanisme, ça le livre de Thomas en parle vachement bien, qui accompagne en fait ces dispositifs techniques, quoi. Oui, c'est vraiment tout un continuum, ça c'est vraiment important de le comprendre, c'est que la gentrification, elle va de pair avec ça, qui va de pair, et ce qui fait qu'on peut pas dire, est-ce que c'est les caméras qui font que d'un seul coup, on n'ose plus danser dans la rue, non, mais c'est les caméras, les pauvres, les machins, les clochards, les tout mis bout à bout, qui fait que d'un seul coup... Juste pour finir mon propos, moi il y a un truc qui me rassure quand même, tout en ayant cette conscience-là, et du coup en étant sensible, et en me sentant contrôlé par cet œil qu'est la caméra, je me rassurais encore en me disant, mais en fait, il y a très peu de chances, très peu de probabilité qu'il y ait un mec derrière un flux qui soit branché sur cette caméra et qui me mate là en train de courir ou en train de faire le truc bizarre que je suis en train de faire dans la rue. Par contre, ça change complètement à partir du moment où, justement, cette archive et cette capacité à détecter les comportements bizarres est automatisée. C'est ça, en fait, le vrai changement qu'induit l'intelligence artificielle. C'est un passage à l'échelle de cette capacité de détecter. C'est que tu n'es plus limité, et d'ailleurs, c'est vachement mis en avant dans les discours de promotion, t'es plus limité par l'humain en fait, par le déficit attentionnel, le fait qu'au bout d'une demi-heure un opérateur de vidéosurveillance plombe du nez, scrolle sur son portable, fait je sais pas quoi. Là c'est une IA et genre tout est archivé, t'as des alertes qui du coup encouragent l'opérateur de vidéosurveillance à faire une vidéo-verbalisation, à appeler une patrouille pour intervenir. Et donc même si c'est beaucoup trop tôt dans le déploiement de cette technologie pour bien le mesurer en pratique, le potentiel en fait de la vidéosurveillance semble, celui que tu pointes, semble vraiment actualisé par ce seuil technologique qui est franchi avec l'IA. Et pour faire juste un tout petit point sur la dissimulation en fait, lexicale, en fait, il parle de vidéoprotection et pas de vidéosurveillance. Enfin, en tout cas devant les instances qui jugent. Il parle de reconnaissance d'objets et pas de reconnaissance de personnes. Enfin, ce truc se prolonge vachement à l'échelle scientifique aussi, dans le sens intelligence artificielle, et la question de la neutralisation de ce qui est en train de se passer. On le voit, nous on a des débats juridiques, etc. sur est-ce que c'est de la biométrie ou quoi, mais il y a vraiment l'idée de minimiser énormément. Donc dire reconnaissance d'objets, alors que non, c'est des personnes. Et bref, je sais pas si tu veux ajouter des trucs. Ouais, ça m'a fait penser ce que tu dis à moi, un phénomène, je trouve, de stérilisation. Parce qu'en essayant de prendre cette question-là de l'espace public au travers de l'urbanisme, il faut savoir que la caméra, elle s'acclimate très bien dans un lieu minéralisé. Elle aime pas les arbres, elle aime pas les plantes, elle aime pas les attroupements, elle aime pas les cris, elle aime pas les gens qui sont... Il y avait, je sais plus où je lisais ça, mais à la Défense, ça devient chelou d'être à 1, ça va, à 2, c'est ok, mais à 3, c'est pas normal. Donc en fait, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est que c'est un peu une vie de merde qui nous emmène de chez nous d'un point A à d'un point B, d'un bar à chez soi. Et du coup, il y a un peu cette logique de stérilisation, et le moment où je me suis dit que j'allais utiliser ce terme, c'est que en traînant dans les grands événements,
qui pour moi sont assez intéressants parce que déjà ils se multiplient, la France en plus se positionne sur ces grands événements, et tu le disais tout à l'heure Félix, l'industrie sécuritaire en est friande. Et donc là on voit ces QR codes, ces gestion des flux, ces barrières Vauban, ces contrôle de ces palpations, contrôle de nos bagages sur du coup des semaines entières. Là pour le coup les JO c'est un peu ce qui se passe avec tout ça fait dans des périmètres SILT, donc des périmètres antiterroristes. Et en fait, moi, j'ai pris l'avion pendant cette période-là, et je me suis dit, mais c'est un aéroport, en fait. Il y a vraiment, ça m'a marqué, parce qu'il y a peu d'angles morts, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de zone d'ombre, parce que les caméras, pareil, elles fonctionnent un peu moins bien, bon, les nouvelles, c'est un peu moins vrai, mais et toute cette logique un peu de stérilisation et d'empêchement, finalement, de faire autre chose que aller dans un parc, dans un bar ou rentrer chez soi, je trouve, elle s'attache à cette logique que la caméra et l'IA détectent, en tout cas sur ces systèmes. J'ai une question qui est peut-être pas très claire, on a un peu discuté avant l'entretien, mais qui est l'articulation entre ces dispositifs de surveillance algorithmique, ou dispositifs de surveillance en général, et la forme de la dictature ou des formes de fascisme. Et la question, elle est un peu bizarre, mais c'est... tu viens de décrire cet aéroport de trucs de Jeux Olympiques, mais en fait... on doit passer un QR code, mais il y a encore l'agent qui vient te palper, et c'est lui qui t'intimide, et que bon, si t'arrives à le séduire, ou à je sais pas quoi, ou à passer derrière, bon, tu passes. Si l'alerte, elle n'est pas envoyée à des agents de police dans un commissariat, bon, bah, elle part dans le vide. En revanche, le côté mémoire, archivage, ça c'est intéressant pour plus tard, mais peut-être pas pour tout de suite. Et du coup, ma question, je la pose à partir de ce qu'on fantasme sur la Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, on fantasme, on nous montre continuellement un monde dystopique de vidéosurveillance avec le crédit social, c'est-à-dire en gros, les caméras de surveillance te filment, puis ensuite tu as une amende immédiatement si tu passes pas sur le feu, tu perds des points, bon, ça gère la société complètement, pareil comme... Et en même temps, quand on regarde la construction de la Chine, historiquement et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de gestion des villes, des bâtiments, des immeubles de manière larvée sur le modèle mafieux. C'est-à-dire qu'en gros, on a des concierges qui viennent, qui montent à l'étage derrière chez vous, qui frappent à votre porte pour vous ennuyer, vous parler, etc. Des espèces de gens payés par l'État. Voilà, une présence physique. Et en fait, on voit, certes, il y a le dispositif technologique de surveillance qui a l'air comme ça bien huilé et finalement de rendre possible une dictature parfaite. Et d'un autre côté, quand on regarde dans les faits concrètement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une masse de gens payés plus ou moins par l'État pour faire de la surveillance et d'une espèce de harcèlement quasiment moral et quotidien des dissidents politiques, des gens... documentaire Total Trust. C'est ça, et je pense à plusieurs documentaires différents, celui sur les triades, celui sur les gens qui ont été en prison, etc., les dissidents politiques, etc. Mais quand on synthétise tous ces documentaires, on se dit, mais qu'est-ce qui est cauchemardesque en Chine ? C'est pas tellement les caméras qui nous font des points des crédits sociaux, c'est cauchemardesque parce que c'est interdit de passer dans des régions, etc. Mais ce qui est aussi extrêmement lourd et qui fait qu'il n'y aurait pas vraiment trop de problèmes de ces caméras si elles étaient que là toutes seules, c'est cette permanence de gens qui viennent, qui vous suivent, qui vous harcèlent, qui vous parlent, qui vous rappellent l'existence des caméras. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que depuis tout à l'heure, on a l'air de dire d'un côté qu'au fond, l'effet concret de ces caméras et de cette surveillance algorithmique, il est dans nos têtes. C'est-à-dire, il est dans notre rapport anthropologique, on pense, on anticipe la caméra, ou dans la mémoire, on va retenir des archives, etc. Mais le moment où ça deviendra vraiment dramatique, c'est le moment où ces caméras algorithmiquement enverront un signal à un truc comme un drone lui-même autonome, et qui viendra directement nous voir et nous faire nous balancer un message ou nous passer une amende. En gros, on n'est pas encore à cette phase-là. Donc, ma question, pour la résumer... Techniquement, oui. Ma question devient, qu'est-ce qui est plus caractéristique d'une forme de dictature de type fasciste ? Le dispositif technologie extrêmement bien huilé, ou l'ensemble de ces gens sur un mode mafieux qui vous harcèlent en permanence au niveau des immeubles, au niveau des cours, voilà. En tant qu'on... Ouais, ok. À votre avis. Arrangement, quoi. Ouais. Les deux, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, comment ça s'articule et genre comment, à votre sens, Et peut-être après, là, c'est peut-être un peu une hypothèse, mais j'imagine qu'il y a aussi des spécificités propres à la France.
toutes les questions de la société de vigilance, etc. Enfin, rappelons-nous, pendant le Covid, tous les gens qui ont dénoncé leurs voisins. Enfin, ça se trouve, ça va venir d'ailleurs, ce côté de tous s'observer aussi. Les C'est villages encore vigilants. Ouais, voisins vigilants. et à nouveau, c'est pour ça que moi, je pense que c'est intéressant le rapport à la sécurité, l'insécurité. Les gens qui ont de plus en plus de moins en moins de tolérance avec toute forme d'illégalisme, donc de plus de demandes de répressifs aussi. Donc ça, c'est ce qu'on observe en tout cas aujourd'hui en France. Et après, comme dit Félix, il y a les deux. Et il y a le truc de contrôle social général où on s'autocensure à cause de ces vidéosurveillance algorithmique et le ciblé. Et ce serait vraiment une erreur, à mon avis, de se concentrer sur le sécuritaire en tant que ça serait une barrière qui t'empêche de passer. Enfin, typiquement, quand on se souvient le confinement, bah oui, évidemment, on pouvait quand même sortir, machin, mais toi, tu sortais, et puis tu te faisais courser une première fois par la police, une deuxième fois, la troisième fois, c'était là, genre, en fait, je vais pas sortir parce que ça me fatigue. De la même manière que quand tu voles dans les magasins, par exemple, le moment où tu passes des portiques, où tu sais que tu as une petite chance de sonner, même si normalement tu sonnes pas, etc., au moment où tu passes rigoureusement à travers rien, mais tu éprouves quand même le dispositif en tant que il est là comme menace de machin, et donc de fait tu te comportes d'une certaine manière. Enfin, on n'a pas besoin d'être entravé pour que le contrôle opère et nous constitue d'une certaine manière. Mais ça, moi je pense que c'est une question qui doit être mise sur la table pour tout le monde. C'est que un espace, je crois que c'est le chercheur Yves Pedradini qui en parle un petit peu, c'est pas démontré empiriquement, mais il dit un espace qui est ultra sécurisé, qui est censé du coup produire un effet de sécurité chez les gens, en fait c'est l'effet inverse. Et en fait, quand on y réfléchit, une rue complètement vide à 3h du mat à Neuilly, ça peut être plus inquiétant que Barbès où tout le monde parle, ou si jamais il y a un souci, on peut crier. Et donc je trouve qu'il y a vraiment c'est ce truc un peu contre-intuitif de penser qu'en stérilisant absolument tout, on va se sentir plus en sécurité. Moi, je pense que c'est faux. Après, effectivement, le sentiment d'insécurité, René Zoberman le montre très bien, il dépend de l'âge, du sexe et aussi de l'expérience surtout qu'on a eue. Si on a été agressé avant, on va être plus à même d'avoir peur, ce qui paraît logique, mais je pense qu'il faut retourner un peu cette question de dire, mais ce déploiement sécuritaire, cette stérilisation, ce rappel incessant de sécurité, est-ce qu'il ne produit pas l'effet inverse finalement, quoi? Oui, et puis même en prenant cette définition-là, est-ce que tu penses que tu es plus en sécurité si tu es un vieux bonhomme ou une vieille dame, d'être dans une ville habitée avec des gens qui se connaissent, qui se reconnaissent, qui machin, ou d'être au milieu de nulle part, au milieu d'inconnus, et en espérant que s'il t'arrive un truc, si tu cries assez fort, la caméra se déclenche et des policiers arrivent 12 minutes après. Vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est là où en fait la police, historiquement, quand elle se constitue comme corps professionnel répressif, elle naît pour réguler une société où ces liens communautaires sont distendus. C'est ce que rappelle très bien Paul Rocher, donc, que fait la police. Et c'est toujours le cas, quoi. On est clairement dans une technologie qui devient un continuum de pratiques policières. Et du coup, si on est dans une démarche abolitionniste et qu'on veut nourrir un imaginaire d'une société émancipée de la police, on a besoin d'imaginer d'autres manières de créer de la sécurité, de créer du vivre ensemble et une société qui se tient, où les gens se prennent soin les uns des autres. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de contraster à la fois le côté très viriliste, masculin de fait, très blanc, de ces technocrates fascinés par la technologie, le smart et tout le design et tout cet univers hyper stérilisé, avec des approches de la sécurité féministe, anticarcérale, l'urbanisme, le droit à la ville, des expériences de justice communautaire aussi pour prendre en charge les violences sans en passer par l'institution répressive, et qui sont justement anti-mascu, quoi, de fait. Et moi, un exemple que je prends souvent, on revient sur les trucs d'efficacité, c'est sur la sécurité des femmes. Réflexe, et même des femmes le disent, elles se sentent en insécurité dans une ruelle sombre à 3h du matin. Statistiquement, elles sont en insécurité avec quelqu'un qu'elles connaissent. Enfin, les agresseurs, c'est 70%, 80% des personnes qu'elles connaissent, à la moitié conjoint ou ex-conjoint. Et on voit bien que c'est pas pour autant leur sentiment d'insécurité est pas légitime, mais c'est pas là où ça se passe. Et la réponse, du coup, ça va pas être du répressif, en fait. Et on le voit avec quand même ces dernières années, ça commence à bouger. Et c'est d'autres cultures, d'autres manières de faire sécurité ensemble. Mais c'est un discours. Et encore, il y a quelques semaines, je sais plus quel mec de droite à la télé qui disait qu'il voulait la vidéosurveillance algorithmique dans le métro pour protéger les femmes. Enfin, c'est une vision débile et à nouveau très mascu, très décorrélée de comment ça se passe et de comment on peut faire autrement.
Ouais, et puis peut-être une dernière chose, je pense que sur cet effet de stérilisation, moi ce qui me fait peur aussi, c'est que je trouve qu'on se mélange plus. Enfin, ça fait longtemps qu'à Paris, il n'y a pas de gens issus, enfin très pauvres, mais il y a aussi cette idée de plus être confronté à cette altérité, c'est-à-dire on est en train de dégager automatiquement, on envoie des alertes automatiquement pour des gens qui maraudent, enfin qui font la manche, quoi. Donc je veux dire, même les effets du capitalisme qui foutent des gens dans la merde par vague, on va même plus les voir. Donc il y a aussi, et puis même entre groupes sociaux, on se rencontre plus. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à casser dans cette dynamique en fait. Comment c'est toute la question. On termine là ou moi je veux bien continuer hein, mais je veux pas vous terminer. Il y en a qui ont des rencarts. On a encore un quart d'heure. Peut-être un mot tout de même sur le. Tu en parles beaucoup dans ton. Tu fais un développement sur le CNIL. La CNIL, pardon, la CNIL. On va faire taper sur la CNIL. Ah cool, c'est le moment où on est sévère avec la CNIL. On va rappeler que quand même dans la CNIL, il y a encore des gens qui ont un peu des valeurs et essayent de faire des choses. Tu vas te rappeler ce que c'est la CNIL. Vas-y, je t'en prie. Je fais ma... La Commission nationale Informatique. Ouais, je sais plus jamais, il y a une conjonction. Bref, Commission nationale informatique et liberté, créée en 78. Et déjà, en fait, à une époque où c'est la première vague d'informatisation, des scandales en matière de fichage d'État et compagnie. Et au-delà de ça, il y a aussi plein de conflits sociaux autour de l'informatisation de métiers dans l'industrie, dans les services et compagnie. Plein de controverses liées à l'informatique qui ressemblent beaucoup au débat qu'on a aujourd'hui. Et le truc qui est sorti du chapeau par les élites réformatrices de l'époque qui tiennent vraiment à ce qu'on informatise massivement la société, c'est « vous inquiétez pas, on va protéger le droit des données personnelles, la vie privée, enfin, plus exactement les données personnelles. Et on va créer une institution pour se faire gardienne de la vie privée, c'est la CNIL. » Et la CNIL, en gros, ce que j'essaie de raconter un peu dans la dernière partie, c'est qu'elle a perdu tous ses rapports de force avec les ministères de l'Intérieur. Elle était quand même composée de gens assez militants qui avaient pris part à ces controverses dans les années 70 et qui se sont fait bâcher. Et progressivement, la CNIL perd ses rapports de force. Elle continue à en tenir quand même et à en construire jusqu'à la fin des années 90. Et en 2004, elle perd sa capacité à bloquer des décrets d'application, enfin des décrets qui créent des fichiers, des systèmes de surveillance étatiques. Et du coup, c'est un peu le coup de grâce. Et qui va accompagner aussi l'évolution d'une institution qui a quand même à la base été beaucoup créée pour empêcher la surveillance informatique par l'État, vers une institution qui accompagne l'innovation dans un marché marqué et dominé par le capitalisme de surveillance. C'est très net depuis le RGPD en particulier, et c'est très net quand on regarde le rôle qu'a joué la CNIL ces dernières années dans le débat autour de ces technologies, et en particulier de la VSA. Ouais, mais moi j'ai une question là-dessus, c'est qu'en fait, parce que quand on lit le livre, effectivement, on t'explique vachement bien comment est-ce qu'il se retrouve à être de plus en plus impuissant quelque part, et pas juste à être impuissant, en fait, à servir quasiment de faciliter le truc. Mais dans le fond, je trouve la question que ça pose, c'est que est-ce que ça a un sens d'avoir un truc qui défend la vie privée quand en fait il n'y a plus de vie privée. En fait, toi tu dis en fait qu'est-ce qui reste de vie privée, c'est toi quand l'essentiel de l'existence transite par des appareils qui sont pas à nous. Enfin, on est possédé dans tous les sens, tout l'espace public il est dominé. Enfin, rien n'est populaire, rien n'est fait par nous-mêmes. Et de l'autre côté là, genre ouais, puis d'ailleurs notre vie privée, il faudrait qu'on la garde. Mais en fait, la distinction entre public et privé, ça fait belle lurette qu'elle a plus aucun sens. Et l'espace public, c'est l'espace de la police. Et donc toi t'es là genre oui très bien, gardez vos marques de chewing-gum dans votre poche. Je sais pas, il y a des espèces de trucs un peu j'ai l'impression que structurellement, quasi métaphysiquement, tu vois, ils défendent un truc qui n'existe plus, quoi. Ou en tout cas qui est faible, quoi. Non, vas-y. Non, mais je vais être rapide, je pense que c'est pas complètement vrai. On a encore des stratégies individuelles, collectives pour protéger un certain nombre d'informations, de divulgations, et on a besoin de ça. Et donc, non, mais c'est de l'arrière-garde, je veux dire. C'est de l'arrière-garde sans doute, mais non. Mais même les individus peut-être les moins politisés, avec le moins de conscience politique et de ces enjeux-là, ont aussi des formes de dissimulation vis-à-vis de leurs proches. En fait, la vie privée, c'est un peu bateau de le dire, mais c'est pas espace public, espace privé. Il y a plein de gradations et d'enveloppes, en fait, où on protège un peu la circulation d'informations nous concernant. Donc, je pense qu'il y a encore une culture et un attachement à ça. Alors, je sais pas s'il faut l'appeler vie privée, effectivement, encore moins la donnée personnelle, sans doute.
mais ça correspond à des formes de négociation sociale qui restent importantes malgré effectivement la prolifération et la circulation d'informations personnelles sur les gens et leurs activités sociales. Et qui ont par ailleurs déjà, enfin, dont tous les garde-fous ont absolument tous sauté, par exemple pour terrorisme. Enfin, tu sors la carte terrorisme, qui quand même se sort pour pas grand-chose de nos jours. Tu sors la carte terrorisme, la défense de ta vie privée n'existe plus. T'as juste plus rien, aucun garde-fou de rien. Ouais, bah, là, il y a vraiment un truc qu'on a observé ces 20 dernières années, enfin 2 trucs en parallèle. En gros, une surveillance post 11 septembre, où donc explosion de tout surveiller pour cause de terrorisme qui se conjuguait avec l'apparition de pas mal de nouvelles technologies, donc aussi beaucoup plus de données. Donc vraiment, on collecte tout et on verra plus tard et on triera. Et du coup, il y a ça qui explique pas mal de trucs de surveillance. Et ensuite, plus franco-français, dans ce mouvement-là, un changement vraiment institutionnel des rapports de pouvoir avec post-2015, avec l'état d'urgence qui s'est vraiment installé de manière permanente, beaucoup plus de pouvoir à l'administration, beaucoup plus de pouvoir au renseignement. Et donc les deux cumulés fait qu'effectivement, juridiquement, on a le droit de conserver pour terreau, pour police administrative, et techniquement on peut, parce qu'il y a toute cette capacité de données. Et c'est vrai que face à ce phénomène, la CNIL, elle paraît bien petite. Et il y a aussi les autres garde-fous. Bon, il y a le pouvoir judiciaire. À voir, nous, on essaye de faire un peu des contentieux, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, en tout cas, il y a vraiment eu une transformation qui est assez vertigineuse. Tu veux dire un mot, Thomas? Non, parce que du coup, il y a un truc que j'analyse aussi qui est assez nouveau, et c'est très lié à l'essor de l'intelligence artificielle. Et en gros, paradigme de la Startup Nation, c'est la mode des bacs à sable réglementaires. Cette idée qu'on va, en gros, le droit, et c'est vraiment un discours central, notamment dans le milieu de la VSA, de dire, en fait, on a du mal à entraîner nos algorithmes parce que les règles en matière de protection des données personnelles nous empêchent d'avoir accès aux données pour entraîner nos IA et faire en sorte qu'elles soient efficaces pour détecter des poubelles mal rangées ou telle personne statique dans l'espace public. Et du coup, il faut aménager la règle. Il faut en fait un espèce d'état d'exception pour permettre l'innovation, là en l'occurrence policière. Je fais un peu l'analogie avec l'état d'exception dans le champ des crises et de l'hypertrophie du pouvoir policier exécutif à l'occasion des crises terroristes ou sanitaires, dans le champ de la régulation économique. Et vraiment la CNIL est du coup vraiment abandonne un peu son identité liberté publique, protection des droits fondamentaux et rentre dans cette logique d'accompagner un marché. Et l'idée, ça va être d'aménager à la marge un capitalisme de surveillance en suscitant l'innovation, en aménageant un cadre réglementaire qui va permettre à ces technologies d'émerger plus rapidement. Aussi dans une perspective de positionner des acteurs nationaux, européens dans une concurrence internationale. Les entreprises françaises pingent parce qu'elles sont là, nous on a trop de contraintes, on ne peut pas nourrir nos algorithmes pour... En Europe de manière générale, ouais. La CNIL est vue comme un frein. Et là, il y a le règlement IA qui vient d'être adopté, qui ouvre grand les vannes, notamment sur les applications policières. Il a été pitché comme le RGPD à l'ère de l'IA et donc un truc hyper protecteur. En fait, donc, il pose le principe, par exemple, de l'interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Alinéa 2, exception, identité, personne disparue, terrorisme. Et ensuite, on s'en est aperçu un peu tard, toute forme d'enquête pénale pour des infractions punies par plus de 4 ans de prison, où là, tu peux faire de la reconnaissance faciale. Donc, en gros, ton exception, elle n'existe juste pas, quoi. Donc, il y a quand même un marketing politique autour de ça, en mode, regardez l'Europe quand même, on est des beaux gosses encore, un phare dans la nuit en matière de protection des droits fondamentaux contre la surveillance. Ouais, et ils font ça alors même qu'il n'y a pas des grandes manifestations partout en France contre la vidéosurveillance. Et donc ça signifie, enfin moi c'est ça que j'ai trouvé quand même, moi qui me marque, c'est que j'ai quand même l'impression que le gouvernement, la police, enfin, toutes ces instances-là coordonnées qui mettent en place ce truc-là, elles craignent vraiment que les gens, que ça paraisse trop gros, que ça paraisse, il y a vraiment une crainte sur l'acceptabilité, quoi. Et comme si en fait ce qui était en jeu, c'était pas la liberté abstraite, c'était pas la sécurité, c'était pas là, mais vraiment juste une espèce de monde dystopique où j'ai l'impression comme si n'importe qui, sans y avoir réfléchi, quand tu te dis ah ouais, tout le temps filmé, tout le temps machin, en fait ça pue la merde, quoi. Et toi un truc comme ça tu dis qu'il y avait une manif, quoi. Alors après il y avait plein de trucs à ce moment-là, mais il y a eu quand même les manifs sécurité globale où il y avait plein de gens dans la rue contre alors c'était plein de formes de vidéosurveillance, mais il y a eu, alors c'était lié, il y avait eu ce moment Black Lives Matter, il y avait eu des trucs des moments de violence policière, mais il y a quand même quelque chose, il y a un imaginaire qui s'est construit effectivement dans la fiction aussi, beaucoup avec ces trucs-là. Enfin, il
Il y a des Parce que choses. dans le débat public, ce que je veux dire, c'est que ça reste assez minoritaire. Si tu compares, je sais pas, à la réforme des retraites, il y a les gens massivement, ils sont contre la réforme des retraites. Enfin, ces trucs de sécurité publique, ils restent quand même dans un petit coin. C'est pas un reproche. Non, Mais c'est là, une voilà, bataille, ta hein. surprise, hein, tu fais ta surprise quant au fait qu'ils soient encore dans cette stratégie un peu des petits pas, de dissimulation, Ouais, alors c'est même ça. qu'il n'y a pas de vraie C'est ça. opposition massive. Ben ouais, mais c'est-à-dire que moi d'accord. j'ai l'impression qu'en fait il y a une opposition tacite en fait, tu vois, que dans le fond il y a un rejet viscéral bien plus grand que celui qui se voit dans les manifs, dans les machins, voilà, et que ça ils le sentent et que c'est la raison pour laquelle dans le fond ils sont aussi précautionneux, sinon ils fonceraient. Qu'est-ce qu'ils ont serré. Et je pense qu'ils le sentent pour eux-mêmes. Moi, je raconte l'anecdote et je l'avais déjà livré dans un texte pour lundi matin. T'as un vendeur de vidéosurveillance croisé dans un salon, enfin une soirée de gala sécuritaire. On mangeait l'un à côté de l'autre et en gros, il me raconte que quand même, en fait, là, les technologies qu'on vend, est-ce que dans un monde où le nombre de réfugiés climatiques va exploser, ça servira pas à trier des gens et je sais pas s'il me parle de ses enfants qui couchent le soir et de ses cas de conscience, mais c'est vraiment sur ce ton-là. Et en fait, il y a quand même... c'est un peu psychologisant et c'est plus de l'ordre d'une hypothèse, mais je pense que c'est des gens qui ont un peu besoin de se rassurer. Et c'est là où tout le discours sur le droit, les garde-fous, la CNIL, joue un rôle en fait pour ces acteurs, pour se rassurer. En fait, ce qui reste un peu de libéralisme, celui dont tu parlais tout à l'heure, dans les élites aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas complètement acquis au fascisme, il y a ce processus de négociation, ils ont besoin de se rassurer. Mais tu le dis, la réunion de la N2V où ils font venir, comment il s'appelle le gars Chouraki pour parler des dérives autoritaires dans l'histoire. C'est donc le professeur émérite, enfin directeur d'études émérite du CNRS, président du mémorial du camp d'Émile à Aix-en-Provence, qui a servi de camp de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale et même un peu avant. Et ouais, c'était très surprenant de voir ce mec-là. Dans le raout. Alors, de fait, il a dû toucher un peu d'argent. Il n'a pas vraiment parlé de vidéosurveillance, même pas du tout. Mais en fait, c'est quand même dans toutes les têtes. Et moi, j'étais un peu à me demander, mais ok, vous dénoncez les droits de l'homiste que nous sommes, qui vous font des cas de conscience, et vous invitez Chouraki, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je pense que c'est ça, c'est une manière de se rassurer. Il y a toute cette logique de l'éthique aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des comités éthiques dans toutes les mairies. 22 a une charte éthique, donc l'entreprise de VSA, avec, je me souviens, je crois en numéro 1, c'est la bienfaisance et la non-malfaisance en 4. Donc il y a effectivement cette crainte, et moi dans la société dans laquelle j'étais, les dirigeants qui avaient une vue sur les projets, plus que les ingénieurs qui étaient souvent dans les bureaux, essayaient de tenter de cacher ça quand la CNIL a mis sa position, qui était pas pour mais ni contre, mais ça posait quand même problème. Ça a vraiment été l'espèce de secret de polichinelle, on n'en parlait pas, quoi. Donc on sent qu'effectivement c'est pas, la route elle n'est pas toute tracée, quoi. Et au niveau du stockage, est-ce qu'il n'y aura pas un problème au bout d'un moment? Enfin, je veux dire, est-ce que le turnover du stockage... C'est un peu une... Pardon, vas-y. Non, le problème du stockage, c'est que ça fait 30 ans que ça s'améliore en fait et ça continue, donc c'est pareil, ça revient sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que le stockage a été un problème parce que ça coûte cher, ça coûte toujours cher, hein. Il y a plein de vies qui ne stockent pas pendant 30 jours parce que faut des serveurs, faut de la donnée, et puis c'est pareil, quand on veut brancher de la VSA, si vous voulez mettre ça sur 100 flux caméra, il faut une petite infrastructure derrière, c'est des coûts. Maintenant, voilà, le stockage, c'est 15 dernières années, c'est comme sur les CPU des machines, l'amélioration des capacités, d'efficacité sont énormes, et ça deviendra un non-sujet à la fois en termes de stockage et de coûts, quoi. Ça me permet de faire la promotion d'un événement que la Quadrature co-organise du 8 au 10 novembre à Marseille, où en fait des copines de Technopolis Marseille et d'autres groupes sur Marseille commencent à enquêter sur les data centers qui fleurissent comme des champignons autour du Vieux-Port, et de plus en plus parce que le foncier se fait rare dans les villes alentours. Et en fait, à l'ère de l'IA, là, en fait, tu as tous les GAFAM et un peu d'autres acteurs type Oracle et compagnie qui construisent des data centers dans tous les sens. C'est énormément d'investissement, c'est beaucoup d'argent. Ça pose des conflits d'usage en termes d'électricité, d'eau faramineux, et donc c'est un peu le croisement des luttes contre l'informatique dominante et des luttes écologistes, mais c'est un vrai enjeu. Mais du coup, tout ça pour dire que du coup là, les capacités de stockage à l'échelle planétaire, elles sont parties pour exploser en fait d'une manière très conséquente et sans doute plus rapide encore que ces dernières années. Donc même si ça coûte de l'argent, effectivement,
Et on est un peu dans une croissance exponentielle où en fait ça deviendra moins cher et beaucoup plus facile compte tenu de ces infrastructures qui prolifèrent. Puisque tu évoques le data center, je pensais pas poser cette question, mais finalement je vais la poser. Du coup, c'est l'aspect matériel de l'ensemble des données qui sont traitées ensuite. Et donc en gros, tout ce qu'on appelle vaguement le cloud, quoi. Enfin, l'ensemble de là où se situent les données dans ce nuage nébuleux, etc. Et vu que récemment, il y a eu un livre Technoféodalisme là, de Varoufakis, qui, au lieu de penser... on va interdire un certain nombre de données d'être traitées, ou alors on va se retirer de ces dispositifs, etc. Il finit par dire, et du coup j'aimerais savoir ce que vous en pensez, il finit par dire, puisque nos prochains maîtres sont des espèces de seigneurs féodaux qui auront une rente qui leur viendra de leur détention privée du cloud, la solution, c'est donc de faire des clouds, mais des clouds municipaux, communautaires, communalistes ou communistes, quoi. Et donc, comme tu parles du data center, on voit que le data center, il centralise des questions de bien commun aussi, c'est-à-dire même rien que l'eau pour les refroidir, l'électricité pour reproduire la chaleur, etc., plus le stockage de toutes les informations, toute la conscience sociale accumulée, si on veut, d'un milieu, d'un lieu, d'un ensemble de dispositifs techniques utilisés par des gens, quoi, dans un lieu. Donc, il y a cette hypothèse proposée par Varoufakis qui est, plutôt que faire comme la CNIL, défendre l'espace public en retirant du cloud une partie de choses, une partie des réalités, en les sauvant du cloud en quelque sorte, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est en fait faire des luttes de commun dans le cloud lui-même, c'est-à-dire de luttes d'appropriation privée, non plus privée mais commune, des clouds particuliers à l'échelle d'un village, d'une ville, et de quartiers, etc. Alors, Varoufakis, je voyais que c'est le ministre. Ouais, bien c'est sûr. l'ancien J'ai pas lu le ministre, bouquin encore, mais j'ai entendu dire ça, et donc j'ai envie de savoir quel sens ça peut avoir. Alors moi, ça fait un moment que dans la critique de gauche du numérique, c'était le cas de Morozov il y a quelques années, Evgeny Morozov, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Je sens ça chez Kucheyan et Cédric Durand, et que je veux mieux lire, donc je vais formuler un sentiment de malaise où j'ai un peu l'impression, mais peut-être que je me trompe, notamment l'idée d'utiliser l'IA et le big data dans une perspective communiste en effet, pour piloter l'économie vers la planification écologique et donc réduire les impacts en termes climatiques et sociaux du système dominant. Et on peut un peu y voir une forme de ressucé de logique technocratique de gauche qui par le passé n'ont pas été extrêmement probantes. Donc c'est une hypothèse, une critique en tout cas qu'il faudrait que je travaille, mais et que j'informe davantage, mais avec un copain Gaël, on a un peu dans l'idée de le faire parce que ça reste là, quoi. La du cloud, ça va pas l'idée d'un Google nationalisé par exemple, en fait non, c'est pas les cloud cause. Pardon. Ok.